Bien, nous allons donc reprendre la deuxième partie de notre premier cours introductif en nous intéressant d'abord à ce qui se passe au cours du deuxième millénaire. En fait, on ne sait pas quand on a commencé à créer des parfums. Il est probable que les progrès de l'archéologie et des analyses chimiques montreront que c'est au cours du néolithique qu'après avoir maîtrisé la production des huiles, on a découvert comment fixer les odeurs sur elles. Mais jusqu'à présent, les plus anciennes sources remontent seulement au début de la documentation écrite et figurée, c'est-à-dire pour nous à l'ancien empire égyptien et aux civilisations mésopotamiennes. Je ne vais pas développer ces aspects car ces périodes sont hors du champ de ma compétence. Mais je vais rappeler les grands traits car les parfums de l'Antiquité classique sont issus de ces pratiques et des techniques qui ont été mises au point au cours des 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ. Tant du point de vue des usages religieux, thérapeutiques, érotiques, que du point de vue des procédés de fabrication comme l'enfleurage sur les huiles végétales. Commençons par la Mésopotamie. La mythologie sumérienne et l'épopée de Gilgamesh, par exemple, d'autres textes font état, dès le 3e millénaire, de parfums, soit à brûler, soit à se passer sur la peau. Dans le poème Enlil et Sud, datable des premiers siècles du 2e millénaire avant Jésus-Christ, la déesse Sud est courtisée par Enlil, tombé amoureux. Et au moment du mariage, elle est conduite par la déesse Aruru, qui lui parfume le visage avec les parfums les plus enivrants, nous dit-on. Et je vous renvoie à cet ouvrage essentiel de Jean Bottero et de Kramer qui s'appelle « Lorsque les dieux faisaient l'homme » et qui est paru chez Gallimard en 1989. Les archives sur tablettes cunéiformes qui ont été trouvées dans le palais de Marie, qui a été détruit vers 1760 avant Jésus-Christ, montrent que la fabrication des parfums est alors une activité courante dans les palais mésopotamiens. Les archives administratives montrent par exemple que le parfumeur, qui s'appelle l'Uraku, on a même le nom, il s'appelle le Nour-Ili, reçoit de l'huile de sésame filtrée et délivre en retour des huiles parfumées. Et ces archives sont publiées par Bardet, Johannes, Lafont et Soubeyran dans les archives administratives de Marie, tome 4, paru en 1984. Ces huiles sont aromatisées au myrte, au cyprès, au cèdre, à l'opoponax, au roseau odorant. D'autres huiles restent plus mystérieuses, comme les huiles dites soupalum ou tamrirum, ou l'huile de Marie. Plusieurs végétaux odoriférants sont déjà attestés, comme le galbanum, qui est une olbellifère, l'alibouffier, qui produit le styrax, qui est une résine utilisée comme fixateur avec une odeur âcre, comme le ladanum, qui est une résine exsudée par les cystes. Ces textes permettent d'entrevoir les procédés de fabrication. Pour une part, les essences aromatiques étaient extraites par macération à froid, notamment pour le cyprès et le myrte. Et une autre part était extraite à chaud. Ce sont ce que les textes appellent dicaratim, c'est-à-dire l'huile de marmite. Cet enfleurage à chaud concernait surtout des aromates sous forme de résine. Des bordereaux d'entrée et de sortie d'huile, on peut déduire que la préparation des huiles parfumées durait en moyenne une quinzaine de jours. À cette époque, on n'importe pas encore d'épices ou de résines exotiques, comme la myrrhe et l'encens, dont le commerce ne semble avoir vraiment commencé qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. On utilise donc principalement des produits locaux ou importés des montagnes et de la côte méditerranéenne, notamment des bois odorants, comme on vient de le voir. Ces bois odorants, comme le palme, le cyprès, le myrte, sont apportés depuis la côte et redistribués
vers l'intérieur jusqu'à Nîmes et Choubat-en-l'Île, par exemple. À propos de l'utilisation des bois odorants, il est frappant de voir combien Pline sera encore conscient de la phase antérieure à l'importation de l'encens d'Arabie dans les sacrifices, lorsqu'il dit dans le livre 12, paragraphe 1, « Il n'y en avait point au temps de la guerre de Troie, on n'employait pas alors l'encens dans les sacrifices. Les cèdres seuls et les citres, c'est le Thuya articulata, envoyaient la fumée de leurs branches se répandre en nuages au-dessus des victimes. Cependant, déjà le suc de rose était trouvé, il est nommé en effet dans l'Iliade par Homère comme donnant du prix à l'huile. » Donc il y avait encore à l'époque romaine ce souvenir de l'utilisation ancienne principalement des bois odorants. Et sous le règne de Zimrimlin, qui est donc le dernier roi de Marie, 9 parfumeurs sont attestés dans le palais et ils produisent de l'huile destinée au roi dont la consommation est établie autour d'1 litre par jour. On en délivre donc pour le roi, pour la reine, pour les femmes du harem, mais le roi offrait aussi des flacons de parfum à ses invités et aux princes des royaumes voisins. On employait également des huiles parfumées pour les besoins du culte, notamment pour oindre les participants à certaines fêtes religieuses et ainsi que les animaux à sacrifier. Et sur tout cet aspect, je vous renvoie à l'excellent article de Francis Johannes qui s'appelle « La culture matérielle à Marie 5, les parfums », paru dans la série qui s'appelle Marie, justement, Marie numéro 7 en 1993. C'est donc le corpus le plus détaillé sur la fabrication et l'utilisation des parfums dans la Mésopotamie. Ensuite, il faut attendre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ pour trouver à nouveau des sources détaillées. Il s'agit de textes médio-assyriens, donc qui concernent l'Assyrie, et il est évident que les parfumeurs dont il est question sont alors des femmes, et leur travail ne semble pas fondamentalement différent de la cuisine, qui devait être le lieu de fabrication des parfums, ce qui, soit dit en passant, rend les parfumeries invisibles d'un point de vue archéologique. On a déjà du mal à distinguer les cuisines, et lorsqu'on les a, il est quand même probable qu'un certain nombre d'entre elles ont eu une fonction de laboratoire, si l'on peut dire ainsi, de laboratoire de fabrication des parfums. Alors, quelques recettes sont conservées dans ces tablettes qui ont été publiées par Ebeling dans Orientalia, nouvelle série en 1948. On sait par exemple qu'on hachait et on laissait macérer les plantes et les gommes dans l'eau chaude toute la nuit avec du sel et qu'on filtrait et ensuite on mélangeait à de l'huile sur un fourneau. Puis hors de feu, on laissait les huiles se saturer d'essence et donc remonter à la surface. En Mésopotamie comme en Égypte, puis dans le monde gréco-romain, le parfum est alors l'apanage des dieux, au moins tel que les sources nous l'indiquent, qui, bien que les dieux répandent naturellement une bonne odeur, ne négligent pas, ne dédaignent pas de se faire couvrir de senteurs artificielles. Au-delà des dieux, c'est aussi le signe de la royauté. Le pouvoir royal se mesure aussi à sa capacité de fournir en biens de luxe, se fournir en biens de luxe qui viennent soit de cadeaux diplomatiques, de butins, de tribus et de commerce. Les lettres d'Amarna, par exemple, sont une très bonne source qui concerne les échanges diplomatiques. Le pharaon et les souverains du Mitanni, de Babylonie, d'Assyrie, des Hittites ou d'Alassia à Chypre échangent des flacons à parfum de leur propre pays. On y trouve par exemple une extraordinaire liste de cadeaux envoyés par le pharaon à un roi de Babylone. Et dans cette liste, on trouve un très grand nombre de vases à parfum en or. Ça a été publié donc dans les lettres d'Amarna que vous trouverez aux éditions du Cerf, publiées en 1987. Et donc le pharaon envoie 16 vases à parfum en or, 24 en argent,
56 en pierre, et peut-être même plus parce que le texte est incomplet, et au moins 455 en ivoire, qui sont donc destinés à ces cadeaux diplomatiques. L'Égypte donc s'affirme déjà dès cette période dans le domaine du luxe comme étant l'un des grands pays producteurs de parfums. Alors, sur l'Égypte, nous sommes particulièrement bien renseignés, à la fois par les textes et l'iconographie. Une bonne part des ingrédients étaient locaux. Les aromates, les huiles de coloquin, de réfort, de sésame, de benne, donc le moringa peregrina dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un arbuste qui pousse dans le désert oriental, et puis plus tard d'olives, de vin de palme et de vigne, dont l'alcool dissout les essences. À partir du Nouvel Empire, la place des aromates importés s'accroît. L'Égypte les fait venir des côtes de la mer Rouge par le commerce ou par des expéditions militaires, comme la fameuse expédition conduite par la reine Hatshepsut au milieu du deuxième millénaire au pays de Punt, qui doit être à chercher du côté de la côte de Somalie, et que vous connaissez sûrement car elle est représentée sur les parois du temple funéraire de Der el-Bahri, où l'on peut voir des arbres à encens et à myrrhe qui sont transportés dans des pots et donc apportés en Égypte. Quelques peintures, comme celle de Rekhmiré, ou la tombe anonyme que vous voyez ici, la tombe anonyme 175 de Thèbes, qui est datée vers 1430 avant Jésus-Christ, représentent des parfumeurs au travail. La résine et les ingrédients sont concassés, broyés dans des mortiers, puis mélangés avec de l'huile et enfin chauffés dans un chaudron pour que l'huile puisse se saturer d'arômes. D'autres représentations, beaucoup plus tardives, comme celle-ci, montrent des parfumeurs en train de presser de l'huile ou des matières odorantes dans des pressoirs à torsion qui sont de simples sacs que l'on tordait au-dessus d'un récipient, donc pour exprimer soit l'huile saturée d'essence, soit le jus des plantes. Ce procédé était également très largement utilisé pour presser le raisin dès l'Ancien Empire. Un nombre de mastabas de Saqqara comportent des peintures montrant les opérations de vendange, de foulage et de raisin et de pressurage du marc dans de tels sacs. Donc, très certainement, dès cette époque-là, on a utilisé ces pressoirs à torsion pour la parfumerie. Les plus beaux exemples, en fait, sont les bas-reliefs du IVe siècle avant Jésus-Christ conservés au musée du Louvre à Paris. Donc, vous voyez ici un exemple, et qui représente la préparation du parfum à l'iris. On y voit des femmes tordant un sac qui doit contenir des rhizomes hachés de façon à en extraire le suc. Évidemment, ce type d'instrument ne laisse pas de traces archéologiques, puisque ces pressoirs très simples sont faits de tissus qui disparaissent, bien sûr, et ensuite on utilise des vases qui peuvent être à multi-usages et donc difficiles à identifier. Les usages des huiles parfumées étaient alors multiples: médicaments, embaumements, onction des statues de culte, offrandes aux dieux et aux morts, aux participants aux cérémonies, etc. Les besoins des temples et du clergé étaient considérables. Chaque sanctuaire avait une officine de production des parfums, et pour l'époque ptolémaïque, nous avons de beaux exemples dans les temples d'Edfou et de Dendera, qui prolongent une tradition plus ancienne, mais qui nous donnent une bonne idée de ce que pouvaient être ces, en quelque sorte, laboratoires de fabrication de parfums liturgiques, car nous y trouvons des salles consacrées au stockage des parfums sacrés, et ces salles sont couvertes de scènes d'offrandes de parfums, comme celle que vous voyez en dessous, et de recettes de fabrication. Les textes du, si on peut dire entre guillemets, laboratoire des parfums d'Edfou, qui sont datables donc de l'époque hellénistique, sont particulièrement éclairants de ce point de vue, et je vous renvoie à un article de Sidney Aufrère qui a fait le point sur ces recettes et qui s'appelle « Parfums et onguents liturgiques du laboratoire d'Edfou, composition, codes végétaux et minéraux dans l'Égypte ancienne » et qui est paru in Res Orientales, Parfums d'Orient, en 1988.
et d'où je tire ces quelques indications. Déjà, les indications qui sont dans les textes inscrits dans le laboratoire sont introduites par une phrase qui est gravée sur les montants de l'entrée et qui nous annonce « Voici le laboratoire auguste du faucon divin », c'est-à-dire Horus, bien sûr, grande force, le bénédicte Horus lui-même, y cuit Longan à 16 heures à l'occasion de l'acte de découvrir la face, c'est-à-dire au moment où on va... c'est un onguent qui est destiné à l'ouverture du naos. Les recettes comptent 71 ingrédients, parmi lesquels on trouve beaucoup d'ingrédients locaux, tels que la graisse d'oie ou de bœuf, le vin de l'oasis de Bahria. Les ingrédients aussi peuvent être importés, notamment de la côte syro-palestinienne, comme le bitume, les résines de conifères, et l'huile de cade, et aussi les aromates venus des côtes de la mer Rouge, comme l'encens, la myrrhe, etc. Ces substances aromatiques étaient considérées comme des sécrétions divines, et notamment de la chevelure et de la peau de Hathor. On y ajoutait parfois des minéraux et des métaux précieux qui étaient extraits dans le désert oriental, de façon à créer des onguents liturgiques qui étaient principalement destinés, pour ce qui concerne évidemment ces textes, à l'onction des statues divines, fonction que nous retrouverons bien entendu en Grèce et à Rome. Grâce aux parfums et aux onctions, Horus, le dieu d'Edfu, est en mesure d'accomplir son vol quotidien dans le ciel d'Égypte et de renouveler par son passage la production des substances aromatiques, une espèce de cercle en quelque sorte. Parmi les recettes qui sont évoquées, on trouvera l'onguent précieux, l'onguent de minéral divin, l'onguent de sapin, l'onguent de fête. Alors, l'onguent de fête, par exemple, contient de l'huile de cade, des semences d'ivrée, de l'encens concentré, des baies de sapin, du papyrus et des roseaux. Et on y trouve aussi des évocations du fameux kifi, qui sera encore très utilisé durant la période gréco-romaine, notamment comme médicament. Alors, Raïdfou, le kifi est composé de 13 éléments. Il sera probablement enrichi encore plus tard, puisque Plutarque, dans le De Isidée, au paragraphe 80, nous rappelle que le kifi est composé de 16 substances, comprenant du miel, du vin, des raisins secs, du souchet, de la résine, de la myrrhe, du bois de rose, du cisélie, du lentisque, du bitume, du jonc odorant, du genévrier, de la cardamome et du roseau odorant. Ce parfum est donc fort complexe et utilise des éléments qui viennent non seulement de l'Égypte elle-même, mais de Syro-Palestine, d'Afrique de l'Est et des oasis. Mais au-delà des emplois religieux, très vite, le parfum fut employé par les femmes de la haute société, que l'on voit représentées sur les parois des tombes, notamment des tombes de nobles à Thèbes, et certains textes nous indiquent que les hommes se parfumaient eux aussi. Donc, on voit que là aussi, en Égypte, la tradition est principalement fondée sur les huiles parfumées, c'est-à-dire des huiles sur lesquelles on fixe des odeurs de fleurs ou des résines. C'est aussi le cas, bien sûr, en Palestine, où les Hébreux, dès au moins le XIVe siècle avant Jésus-Christ, furent de grands fabricants et consommateurs de parfums. Et là, la base change un peu, puisque évidemment la Palestine et la Syrie sont les grands pays de l'huile d'olive, et donc la base des parfums sera principalement l'huile d'olive. Dans l'Exode, en 30-22, on trouve la recette du parfum sacré consacré au culte et aux prêtres. Il est aromatisé à la myrrhe et à la cannelle. L'offrande du parfum et de l'encens était donc un rite essentiel du culte de Yahvé, et les prêtres étaient spécialisés dans la fabrication des parfums. Outre les usages religieux et funéraires, on utilisait les huiles parfumées pour des onctions lors du bain, les frictions médicamenteuses et toujours la séduction. Plus tard, le Cantique des Cantiques nous fournira de nombreux détails sur les parfums de la fiancée, et dans le livre de Ruth, Noémie conseille à Ruth de se parfumer avant d'aller tenter de séduire le riche Boaz.
Tout au long de son histoire, donc, la Palestine monte et reste une contrée productrice de parfums, car elle est située au débouché de la route des aromates d'Arabie et qu'elle produit elle-même nombre d'entre eux, dont le fameux baume de Judée sur lequel nous reviendrons. Il faut faire aussi une place à part à Chypre. Pas seulement parce que c'est une catégorie de parfums que l'on appelle Chypre et qui a été créée par le fameux parfumeur Coty au début du XXe siècle, mais surtout parce que c'est le lieu de naissance d'Aphrodite et un grand centre de fabrication des parfums à toutes les époques. L'île est le carrefour de l'Orient et de la Méditerranée. Elle disposait de ressources aromatiques propres, le cyprès, les pins, le genévrier, la liboufier, la vigne sauvage et le henné. Également le cyste à la danifère, l'iris, la marjolaine, le myrte et le pavot. Le savoir-faire des parfums chypriotes était donc bien connu. Récemment, on a fouillé et j'y reviendrai plus tard, mais il faut quand même en faire une mention, ce qui semble bien être un atelier de parfumeurs dans un site qui s'appelle Pyrgos Mavro-Maraki, qui est au sud de l'île. Un atelier qui a été abandonné au bronze moyen, soit aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ, et à la suite d'un tremblement de terre, et qui semble être une illustration de ces fabrications du deuxième millénaire. Nous aurons l'occasion de rentrer vraiment dans le détail, car c'est un site admirablement préservé qui pose des problèmes d'interprétation dont il faudra discuter, mais qui incontestablement est très éclairant. Les Chypriotes pourraient donc être les passeurs de certains procédés de fabrication entre l'Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, la Palestine et l'Égypte, et la Grèce minoenne et mycénienne. Dès la Grèce minoenne, nous avons bien sûr des fabrications des parfums, mais nous commençons vraiment à rentrer dans une connaissance plus précise à partir du moment où nous avons des textes compréhensibles, c'est-à-dire ceux qui sont en linéaire B, les textes notamment de Pylos, où il est fait mention d'un chypriote, justement, qui est destinataire des livraisons d'huile à parfumer. Alors, on ne sait pas s'il s'agit, le texte nous dit Kypirigo, on ne sait pas s'il s'agit de chypriote véritable ou d'un terme qui serait passé dans le langage commun pour désigner les parfumeurs. Mais dans tous les cas, il y a un lien clair avec l'huile. Par exemple, la tablette FH 347 indique à Maron le chypriote, huile, 6 barils, 2 flacons et parfum à extraire, 5 barils. Quoi qu'il en soit, cette production de parfums chypriotes que nous retrouverons se traduit archéologiquement à l'époque orientalisante par des flacons typiques qui sont exportés dans la Méditerranée orientale et occidentale, et donc cette tradition s'enracine dans l'âge du bronze. En Crète, à l'âge du bronze moyen, la fabrication des parfums tient déjà une place importante, en juger par le nombre des vases à parfums et quelques installations de parfumeurs qui semblent avoir été identifiées, comme celle de Chamalévry, sur laquelle je reviendrai plus tard lorsque nous parlerons spécifiquement de la production. Mais là encore, il faut attendre la période mycénienne, c'est-à-dire les XIVe et XIIIe siècles avant Jésus-Christ, pour que cette activité soit éclairée par les textes en linéaire B. À Knossos, plusieurs centaines de tablettes évoquent des livraisons d'huile et leur transformation par des parfumeurs. En Grèce propre, d'autres tablettes, à Mycène, à Thèbes, à Pylos, évoquent l'activité de ces parfumeurs. La documentation la plus claire provient de Pylos, dont le palais a été incendié à la fin du XIIIe siècle. En revanche, on a voulu identifier dans le palais même de Pylos des ateliers de parfumeurs dans lesquels on a trouvé des chaudrons, des vases et des bassins, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'on puisse
être sûr de cette identification, il faudra donc la discuter. Les tablettes de Knossos, d'Agriatriade et de Mycène attestent là aussi l'utilisation des huiles comme base. On a mention d'huile de sésame, sasama, de cartame, kanako, et surtout d'huile d'olive, qui est donc la base principale des huiles parfumées dans la Crète minoenne et mycénienne. Ces dernières, les huiles d'olive, sont aussi connues par des pictogrammes en linéaire A, mais évidemment, comme on ne l'a pas déchiffré, il est difficile de comprendre ce que ça signifie. Il semble donc là aussi, à partir des textes plus tardifs en linéaire B, que nous ayons une utilisation non seulement en parfumerie, mais aussi en médecine. Ces huiles étaient rendues astringentes par le coriandre, le chouchet, le genièvre, et elles étaient mises à chauffer avec des pétales de fleurs, notamment de roses, et des rhizomes comme ceux des iris. On voit donc que par rapport aux recettes mésopotamiennes, les parfums d'époque mycénienne changent la base, puisqu'on utilise principalement des huiles d'olive et utilise, semble-t-il, nettement plus de fleurs que les parfums plus anciens. Alors, nous sommes maintenant rentrés dans la période qui nous intéresse véritablement, avec la période géométrique, et on voit bien cette continuité. Les puissants, les aristocrates continuent d'utiliser bien sûr des parfums pour leur usage personnel et pour les usages divins et funéraires, et les premiers textes que nous ayons sur cette période, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée, font mention de l'usage de ces huiles parfumées. Les déesses en enduisent, les cadavres en sont oints, et les usages profanes ne sont pas rares. Mais je ne m'étends pas là-dessus, car nous y reviendrons dans un prochain cours. À partir du 7e siècle, et du 8e siècle et du 7e siècle, l'usage des parfums se répand. Et on a d'autres textes plus particuliers, comme chez Archiloque et Sappho, par exemple, qui les célèbrent. Très tôt, donc, à cette époque, les hommes et les femmes se parfument pour se rendre au banquet. Et nous en avons une attestation archéologique dès les premiers temps de la colonisation grecque dans la Méditerranée occidentale. En effet, sur l'île d'Ischia, en face donc de Naples, qui a reçu le plus ancien établissement grec en Italie, qui s'appelle l'établissement de Pittecus, on a fouillé une nécropole qui remonte au tout début de la colonisation grecque, c'est-à-dire à la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Or, dans la tombe 168, qui est datée des environs de 725-720 avant Jésus-Christ, on a un ensemble extrêmement intéressant puisque, comme vous le voyez, il y a à la fois le nécessaire à banquet, caractérisé par un cratère subgéométrique, par une coupe extrêmement célèbre car elle porte un graffito qui indique le nom de son propriétaire, un certain Nestor, et ce graffito est un distique et qui mentionne la pratique du banquet. Donc, on a l'attestation de cette époque-là que dès que les Grecs arrivent, ils ont cette pratique du banquet avec le mélange du vin et de l'eau et la réception. Et vous voyez qu'en dessous, directement associé donc dans la tombe, nous avons un ensemble de 6 flacons à parfum qui, évidemment, sont liés aux pratiques funéraires, mais sont quelque part liés à la pratique du banquet. Donc, dès l'arrivée des Grecs sur la péninsule italienne, arrive toute cette culture à la fois du banquet et du parfum utilisé dans les banquets. Pendant la période orientalisante, on a donc plusieurs centres de fabrication de parfums qui coexistent et qui se succèdent, qui se concurrencent et qui exportent leur production dans les divers secteurs, dans les diverses régions, et notamment en Italie.
L'Égypte, bien sûr, qui continue sa production et qui l'exporte dans, bien entendu, des vases en albâtre, comme nous l'avons vu, mais aussi dans des vases en faïence, dont certains ont été retrouvés dans des tombes aristocratiques de Tarquinia et de Caéré, comme vous voyez ici, mais aussi d'autres centres de production en Grèce propre, à Rhodes et à Chypre. À partir du 7e siècle, des flacons aux formes variées, comme par exemple en forme de casque, ou de divers petits animaux comme le hérisson, les grenades, les lapins, sont produits dans divers secteurs, en Ocratis, à Chypre et à Rhodes. Chypre, de son côté, forte de la forte tradition que nous avons vue, produit des huiles odorantes qu'elle exporte dans des flacons qu'on appelle spaghetti style, parce qu'ils sont décorés de spirales assez complexes, et ce type de flacon que vous voyez ici sera imité à Rhodes, notamment au début du VIe siècle. Rhodes produit aussi des flacons de verre sous forme d'alabastre et d'aribal, sous forme de pieds, de têtes de cheval, de casques. Et tous ces parfums, qui sont sûrement coûteux, ont été exportés très loin, à Samos, à Sardes, à Terra, en Sicile, en Étrurie, mais toujours en petite quantité. Sparte aussi a connu une certaine notoriété avec ses aribales à vernis noir que vous voyez là, à l'époque donc archaïque, principalement au début du VIe siècle, mais le principal producteur de parfums de l'époque orientalisante et archaïque est Corinthe, dont vous voyez ici une des productions. Corinthe, dont on trouve des vases plastiques et surtout des alabastres et des aribales partout dans le monde méditerranéen, surtout en Occident, et comme vous le savez sûrement, ce sont ces vases qui servent de fossiles directeurs pour la datation des tombes notamment. Ces vases sont omniprésents en Italie entre 725 et le début du VIe siècle avant Jésus-Christ, notamment en Étrurie, où ils ont été copiés à partir du milieu du 7e siècle, d'abord en Bucchero-Nero, et puis ensuite dans des productions qui imitent directement non seulement la forme, mais aussi l'aspect et le décor des vases corinthiens, dans une production qu'on appelle étrusco-corinthienne, et qui montre donc qu'à partir surtout de la deuxième moitié du 7e siècle et du début du 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a une forte production en Italie centro-méridionale de parfums qui imitent les parfums corinthiens. Mais le parfum corinthien reste le modèle et le modèle dominant. Pline, au livre 13, paragraphe 5, nous rappelle que le parfum de Corinthe était parfumé à l'iris, c'est donc un irinone, iris qui pousse en abondance sur le littoral de l'Adriatique. Salmon, d'ailleurs, dans son ouvrage bien connu qui s'appelle Wealthy Corinth, qui est paru à Oxford en 1984, a suggéré que l'expansion coloniale de Corinthe vers la mer Adriatique et la fondation des colonies d'Ithaque, de Corcyre au 8e siècle, puis d'Apollonia au 7e siècle, avait été motivée par la quête des minerais pour ces bronzes, qui sont également célèbres, et la quête de l'iris pour les parfums. Mais je crois que c'est une interprétation un peu trop moderniste qui n'est pas soutenue par des sources. Il est en effet probable, voire évident, que, comme partout ailleurs, l'expansion coloniale de Corinthe n'est pas due à la recherche de minerais
ou de plantes d'iris, si lucratif que c'est pu être, mais tout simplement à la sténocoria, c'est-à-dire à la faim de terre, à la surpopulation donc, et aux besoins de terres agricoles nouvelles. Mais il est évident que toutes les ressources des pays conquis ont dû être exploitées, et il est probable que l'iris des parfumeurs de Corinthe venait de ces régions de l'Adriatique. Donc je crois qu'il ne faut pas totalement rejeter l'hypothèse de Salmon, mais sans en faire le moteur de cette expansion coloniale. Alors après la domination des parfums de Corinthe, vers le milieu du VIe siècle, il y eut une brève mode des parfums lydiens dans des flacons nommés Lydia et contenant un parfum qu'on appelait Baccaris, qui sont distribués à Smyrne, Clazomène, Samos, Rhodes et en Italie, également à Sybaris et Linonte, en Étrurie. Et puis, à partir de la fin du VIe siècle et au cours du Ve siècle, c'est Athènes qui a exporté de grandes quantités d'huile parfumée dans des lécites et dans une quantité bien moindre dans des alabastres artistiquement décorés qui contenaient probablement des parfums à base d'ingrédients exotiques de haut prix. C'est pour cela probablement qu'ils avaient une décoration exotique. La fin de la domination de Corinthe sur le marché des parfums, donc à partir du VIe siècle, ne signifie pas pour autant qu'on a cessé d'y produire des parfums, notamment pour la population locale et régionale. Plus tard que dans la vie de Timoléon en 1403, nous rappelle que Denis, le tyran déchu de Syracuse, après avoir été chassé du pouvoir, passait son temps dans les échoppes de parfumeurs et aussi avec des prostituées. En fait, déjà à la période classique, la majorité des parfums devaient être produits dans chaque ville. Un indice épigraphique est donné par les contes des hiéropes de Délos. Chaque année, en effet, en Galaxione, le mois de février-mars, les prêtres de Délos achetaient du parfum pour la cosmésis de l'Artémision et en Métageinon pour la cosmésis de Héra. 13 prix nous sont conservés pour la période de 302 à 169 avant Jésus-Christ, soit environ 134 ans. Il varie, ces prix, de 2 drachmes et 2 oboles en 279 à 5 drachmes et 2 oboles en 231, et il fluctue en fonction du marché. Alors, comme l'a finement observé Gary Reger dans un ouvrage sur les prix et la vie économique à Délos à cette époque-là, le parfum est acheté en février alors que la mer est fermée aux justes navigations, comme on disait alors. Cela suppose que probablement ces parfums n'étaient pas importés, mais qu'ils étaient produits localement, d'autant plus que les variétés locales de roses commencent à fleurir en février. Or, nous verrons qu'à l'époque hellénistique, Délos est certainement un grand centre de fabrication des parfums. Donc, on voit que progressivement, en dehors des très grands centres de fabrication, se développent, à partir des 5e et 4e siècles, des centres mineurs qui, progressivement, vont multiplier des productions locales, consommées localement, et donc changer la nature du commerce du parfum. Les fabricants de parfums étaient d'ailleurs souvent d'origine étrangère, orientale ou égyptienne. Alors, on en a quelques indications dans les discours des orateurs athéniens du IVe siècle. Nous savons par exemple que dans le discours d'Épiride qui s'appelle Contre-Athénogène, que cet Athénogène, qui était fils et petit-fils de parfumeur et fabricant lui-même, bien sûr, était d'origine égyptienne. Il le souligne, Hypéride le souligne très lourdement, justement, pour le stigmatiser. Et à la même époque, le fabricant de parfums Péron est appelé l'Égyptien par Anaxandrides, qui est un poète comique et qui est rapporté par Athénée en 1540. D'un point de vue, donc, on voit que c'est le déplacement des parfumeurs qui commence à remplacer le commerce des parfums eux-mêmes. D'un point de vue archéologique, on assiste
à partir du dernier quart du IVe siècle, un remplacement généralisé des flacons luxueux et décorés par des flacons de terre cuite sans décor, produits localement et en très grand nombre. Ce remplacement marque une mutation. La grande majorité des parfums devient alors fabriqués localement, ils sont moins chers et ils sont beaucoup plus largement diffusés dans la population. Je rappelle qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Rome, Plaute se moquera des parfums à bas prix qu'utilisent les prostituées. Dans le Poenulus, vers 265-267, il dit « Ces piliers de bordel, ces filles dégoulinantes d'huile de jonc ». Donc on voit que les prostituées de bas étage se parfument, bien entendu, mais avec des huiles à bas prix qui certainement n'étaient pas importées, mais fabriquées sur place. Alors bien entendu, les parfums de luxe exotiques continuaient d'être produits et commercialisés, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des flacons en métal précieux ou dans des flacons en pierre. Car, comme Théophraste et Pline le rapportent, c'est la pierre qui les conserve le mieux. Et on en a de temps en temps des exemples archéologiques dans la tombe qui a été récemment fouillée à Chiusi, qui est la tombe de Tana Plesni Plecunia Umranalisa. On a trouvé une boîte, une espèce de vanity case, si vous voulez, qui contenait un alabastre en pierre d'Égypte qui, par chance, contenait encore du produit, donc du vrai parfum d'Égypte, qui a été analysé et dont je suis sûr, que Nicolas Garnier nous parlera la semaine prochaine. Ce qui importe pour nous ici, c'est que cet alabastre contenait, en tout cas c'est ce qu'on voulait montrer, du vrai parfum d'Égypte. Et par ce dépôt, la famille de la défunte voulait souligner son rang social supérieur. Il ne s'agit pas de mettre dans la tombe un flacon d'huile de jonc dont s'enduisaient les prostituées, mais de montrer qu'on fait partie de l'aristocratie et donc qu'on se parfume, mais qu'on se parfume avec des parfums exotiques et de grand prix. Ces parfums importés d'Orient marquent donc la différence sociale et les pratiques ostentatoires de l'aristocratie. Et elles se répandent, bien entendu, non seulement dans la société étrusque tardive, mais aussi, bien entendu, à Rome. Et elles se répandent tellement que les censeurs, en 189 et 188 avant Jésus-Christ, Publius Licinius Crassus et Lucius Julius César, décident de les interdire. Mais ils n'interdisent pas la totalité des parfums, ils interdisent les parfums exotiques, ce qui montre à la fois leur grande diffusion dans la société et ce qui montre qu'ils épargnent les parfums fabriqués localement. Bien entendu, cette interdiction, comme toutes les interdictions de ce genre, ne sera pas suivie d'effet. Nous arrivons progressivement à la période romaine, donc, et j'ai dit tout à l'heure que durant l'Empire romain, la généralisation du verre soufflé, très largement utilisé pour les flacons à parfum à partir du règne d'Auguste, enlève pratiquement tout espoir de retrouver les voies de commerce de ce parfum grâce à la diffusion des flacons. À quelques exceptions près, bien entendu. Mais comme les flacons de parfum sont rares dans les épaves d'époque impériale, en fait, on ne connaît aucune cargaison de vases à parfum. On connaît quelques épaves qui ont livré des flacons à parfum, mais pas véritablement de cargaison, au sens où on exporterait des quantités importantes de flacons, par exemple d'Orient vers la Méditerranée occidentale. On n'en a pas. Et que d'autre part, ceux qui avaient déjà bien vu Virginia Anderson dans son article de 1987, et que d'autre part, comme chaque ville, même petite, possédait des ateliers de verriers, on peut avancer que dans la très grande majorité, les parfums étaient à l'époque romaine fabriqués localement,
à l'exception donc de parfums très luxueux ou très spécifiques. D'un point de vue archéologique, nous avons des preuves de l'existence de ces parfumeries qui sont groupées dans des rues ou dans des endroits en vue des cités, à Pompéi et à Paestum par exemple. Dans la littérature et l'épigraphie, nous savons que la Via Sacra, par exemple à Rome, et le Vicus Unguentarius étaient les quartiers des parfumeurs à Rome. Nous avons des inscriptions qui mentionnent la Via Sacra. Vous voyez ici l'inscription d'Epaphroditus qui a été trouvée en Grèce et qui dit très clairement Epaphroditus de Sacravia, hein, Epaphroditus qui est un esclave parfumeur. On a également un passage de Martial qui évoque le Vicus Unguentarius et il y a un très bel article de Emilio Rodriguez Almeida qui s'appelle Note di topografia romana, Cosmus Miropela, il Vicus Argentarius, et il penetraia Pallados Nostrae, faisant référence donc à un passage de Martial dans les épigrammes de Martial, livre 4, 53, qui évoque donc ce Vicus Unguentarius. À Pouzzoles, les parfumeurs partageaient un quartier avec les verriers, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, verriers qui produisaient les unguentaria. Et c'est mentionné par une inscription bien connue qui est conservée au musée de Marimont en Belgique et qui est aux Inscriptiones Latinae Selectae 1224b et qui fait mention donc du Clivi Vitarii Sive Viti Turarii, qui est donc l'association des deux. À Capoue, comme nous l'avons vu, les parfumeurs étaient groupés autour de la place Seplasia. Et en Grèce, lorsque Pausanias décrit la Béotie, il rappelle que les parfumeurs de Chéronée produisaient des parfums à base de lys, de narcisses, d'iris et de roses, et vous le trouverez dans Pausanias, livre 9, paragraphe 41, ce qui montre bien, une fois de plus, que pratiquement toutes les villes avaient leurs parfumeurs. Alors on n'a pas encore mis au jour de parfumerie à Rome, mais ça viendra probablement un jour. On en a par contre dans la ville de Jérusalem, et nous y reviendrons un peu plus tard, parce que lorsque la ville a été brûlée, lors de la prise de la ville par Titus en 70 de notre ère, une maison qui appartenait à une famille aristocratique de prêtres nommée Catros a brûlé, donc, et on y a retrouvé plusieurs fourneaux, des mortiers en pierre, des poids, des mesures, des ingrédients et des unguentaria de terre cuite et de verre qui permettent de l'identifier comme une fabrique de parfums probablement liée aux besoins du temple. Une autre fabrique a été mise au jour dans l'oasis d'Enbokek, au sud de Masada, sur la mer Morte. Et là, c'est une production nettement plus importante apparemment, puisque c'est un grand bâtiment rectangulaire du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui comportait des aménagements de broyage, de pressurage et de chauffage, mais nous aurons là aussi l'occasion d'y revenir. En fait, l'usage des parfums se répand à l'époque romaine dans les provinces occidentales et atteint toutes les couches de la société. Il n'y a guère de tombes du Haut-Empire qui le contiennent de vases à parfums, et la multiplication inouïe des établissements de bains, des thermes dans toutes les villes, dans toutes les bourgades, dans toutes les villées, dans tous les camps militaires a entraîné une consommation parallèle des huiles parfumées. On ne concevait pas, en effet, de se rendre au terme sans sa fiole d'huile parfumée pour s'en enduire après le bain et pour se faire masser. Nous avons vu qu'on a parallèlement un assez grand nombre d'inscriptions, mais il faut donc se souvenir que la mention de ces parfumeurs correspond uniquement à une frange très spéciale de la population et aux plus fortunés d'entre eux,
je crois qu'il y en avait à peu près partout. L'usage des parfums s'est perpétué au cours de l'Antiquité tardive, sous toutes ses formes, et tant qu'a duré la civilisation urbaine et l'usage des termes. Les pères de l'Église ont parfois stigmatisé leur usage, au même titre que les vêtements et les bijoux, tel Tertullien, par exemple, dans le De Habitu Muliebri, où il attaque le port des vêtements et des bijoux, et dans le De Cultu Feminarum, où il s'en prend aux soins du corps et du maquillage. Pour Tertullien, c'est une invention du diable, car l'usage des parfums et des cosmétiques ne respecte pas l'œuvre de Dieu et cherche à la transformer. En effet, on change son odeur, on se maquille et donc on transforme, on porte atteinte à la créature divine. Mais en fait, lorsque le christianisme s'est vraiment répandu dans les classes supérieures de la société, il a bien fallu qu'il compose avec l'usage des parfums qui était trop ancré dans la culture de la toilette féminine. Et de toute façon, un certain nombre de pratiques funéraires et sacerdotales sont héritières des traditions et ne pouvaient donc pas s'en passer. On brûlait de l'encens sur l'autel, on enduisait les corps des défunts, aussi des défunts chrétiens, et on oignait les prêtres. D'un point de vue archéologiste, on assiste certes à une diminution progressive du unguentaria, qui est surtout sensible à partir du 5e siècle, sans qu'on puisse faire le départ entre l'approvissement généralisé et l'évolution culturelle et religieuse. J'ai pris le cas de la ville de Rome qui me paraît net. La part des vases à parfum y diminue dans le mobilier à partir du 5e siècle, et on trouve principalement des productions locales qui sont matérialisées par des flacons en verre et quelques importations d'Orient, surtout des côtes de l'Asie mineure. Mais, comme je vous dis, les attestations deviennent plus rares. Alors, elles sont sporadiques. Dans une tombe, la tombe 3 de la Vigna Barberini, par exemple, qui est datée de la fin du 5e, début du 5e siècle, on trouvait un flacon en verre sur pied, c'est celui que vous voyez sur le côté, qui est aussi attesté dans d'autres tombes de la Via Ardeatine. À la Crypta Balbi, qui est dans le centre de Rome, qui a fourni une stratigraphie tout à fait intéressante de l'évolution de Rome dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. On voit donc progressivement la part des flacons à parfum diminuer, mais on continue à en trouver petitement dans les niveaux des 6e et 7e siècles après Jésus-Christ, où on a mis au jour plusieurs bouteilles en verre à corps globulaire, et qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on trouve à la même époque dans les tombes lombardes, notamment à Casteltrosino. Et là, je vous renvoie non seulement à la publication de la fouille de la Crypta Balbi, dans un très gros ouvrage qui s'appelle Roma dell'Antichità al Medioevo, Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano, Crypta Balbi, publié en 2001. Et les parties concernant les parfums sont autour de la page 312-313. Ces flacons à parfum sont encore présents dans le dépôt du Forum de Nerva vers la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle après Jésus-Christ, où on trouve encore quelques flacons à col en entonnoir, mais on n'en trouve plus aucune trace à partir du 8e siècle. Par la suite, tant le mobilier de la Crypta Balbi que celui des Foro Imperiali, dont les niveaux supérieurs ont été fouillés ces dernières années, ne livrent pratiquement plus de flacons en parfum en verre et plus du tout en céramique. Pourtant, une production locale de parfums a continué d'exister, au moins pour les besoins religieux et médicinaux. En effet, au Moyen-Âge, on pratiquait des onctions liturgiques à base d'huile et de baume pour préparer les morts, pour le baptême, pour l'ordination des prêtres, pour la consécration des églises. Et ces huiles étaient fabriquées dans les évêchés et dans les monastères à partir d'huiles et de produits locaux, dans la grande tradition des parfumeurs antiques. Dans l'excellent ouvrage d'Hirschfeld, paru en 2007, qui s'appelle « La culture matérielle médiévale, l'Italie méridionale, byzantine et normande », on a par exemple le négatif de ceci, puisqu'il rapporte qu'en 1194, le pape excommunie le peuple et le crédit de Foggia, leur interdisant
de confiserie chrisma, c'est-à-dire de fabriquer des parfums, ce qui prouve que c'est donc la pratique normale et habituelle. Le sort des parfums antiques est donc directement lié au destin de la civilisation urbaine. Leur usage s'accroît fortement avec l'urbanisation grecque, puis la diffusion du modèle urbain imposé par Rome à l'ensemble de la Méditerranée et de l'Europe. Le parfum suit les légions et les bâtisseurs. Leur mode est porté par les élites qui s'assimilent ou veulent s'assimiler à celle de Rome et de l'Italie. Puis leur usage régresse de la même façon à partir du Ve siècle. Les parfums ne sont alors plus systématiquement déposés dans les tombes, puis plus du tout, et la disparition des termes entraîne avec elle celle des huiles odorantes, en tout cas utilisées pour les besoins du corps. La désorganisation des circuits commerciaux rend incertaine l'importation des aromates, notamment des aromates exotiques, et qui seront désormais réservés principalement aux usages culturels et à ceux de la très haute aristocratie, c'est-à-dire aux personnages qui sont à même de s'affranchir par leurs moyens financiers ou politiques des obstacles créés par la désorganisation des circuits commerciaux. Nous avons donc fait le tour de cet usage des parfums, pas des usages, enfin plus exactement de ce commerce des parfums à très grands traits, et j'entrerai plus dans le détail des usages justement dans le prochain cours qui aura lieu dans 15 jours. Mais entre-temps, nous aurons donc un séminaire la semaine prochaine avec Nicolas Garnier qui présentera donc les avancées récentes de la recherche en chimie organique et qui donc permettra probablement dans les années qui viennent d'avancer beaucoup sur le terrain de la connaissance des ingrédients utilisés dans la fabrication des parfums antiques. Je vous remercie.